Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Lisa Benisti qui vient nous expliquer la gestion autonome de la médication. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous livre la lettre d'amour à la santé mentale. Catherine Stassin est aussi des nôtres, elle nous parle de santé mentale et applications mobiles, l'aide est suivie. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous syntonisez actuellement Folie douce. J'accueille mon invité, Lisa Benisti. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. C'est pas la première fois que tu viens, mais cette fois-ci, tu vas venir nous parler d'un autre sujet. Tu es intervenante en santé mentale à la ressource prise 2, mais on s'intéresse ensemble à la gamme. Donc, c'est la gestion autonome de la médication. C'est quand même une expression qui existe depuis quand même un certain moment. J'aimerais que tu me précises ce que c'est, justement, comment on peut définir ce que c'est, gamme. Exact. C'est en 1997 qu'est née la gestion autonome de la médication. Il y a toutes sortes de définitions, il y a beaucoup de choses à dire, mais de façon assez simple, je vous dirais que c'est une démarche pour accompagner les personnes qui souhaitent regarder la place de la médication dans leur vie et se questionner et peut-être poser des actions en lien avec la médication afin de s'assurer que la médication soutient leur qualité de vie. Parce qu'on sait que la médication a causé, dans le temps surtout, mais peut-être encore sûrement maintenant, beaucoup d'effets secondaires. La médication en santé mentale, c'était connu, là, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Il y a eu peut-être certaines améliorations. Encore, on me disait récemment qu'il y a encore des problématiques. Donc, il y a un effet, les gens peut-être ressentent le besoin à un moment donné de faire une gestion, de réduire ou d'éliminer éventuellement, mais c'est un processus qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, là. Tout à fait. Et c'est en fait comme ça que c'était à partir de différents constats que les gens ont commencé à déplorer une situation qui était devenue insoutenable et qui l'est toujours. C'est que les gens qui souhaitaient diminuer leur médication ou au moins pouvoir en parler, questionner, réduire ou peut-être arrêter complètement leur médication se retrouvaient à le faire seuls parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du soutien approprié, du soutien, ils n'arrivaient pas à trouver écho en fait à leurs demandes, alors se retrouvaient à arrêter complètement leur médication seuls, souvent de façon trop rapide, ce qui souvent menait à des hospitalisations où il y avait à nouveau une nouvelle prise de médication et souvent une augmentation en fait de la médication. Alors les gens se retrouvaient encore une fois seuls face à leurs médicaments et à revivre ces symptômes-là. Alors, il y a vraiment eu une prise de position des personnes concernées qu'il fallait que les choses changent. Alors, elles sont allées trouver des alliés. Alors, elles sont allées s'allier du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec et de l'AGIDE, qui est l'Association des groupes d'intervention en défense des droits au Québec. Alors, 2 regroupements provinciaux, ainsi que l'équipe de recherche santé mentale et culture, recherche et action, Erasme. Et ensemble, ils ont travaillé à développer la gamme. OK. Et de ton côté, on t'a invité, entre autres, à cause de ça, puis aussi parce que je pense que tu t'intéresses au sujet, mais tu as fait même une maîtrise sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as appris peut-être sur ce processus-là? Tu as quand même fait une maîtrise, c'est un sujet qui t'intéresse. Oui, ça m'a beaucoup intéressée. J'étudiais en travail social et je me retrouvais à travailler en centre de crise où souvent les gens se voyaient prescrire avec des nouvelles prescriptions, se voyaient prendre des médicaments et souvent avaient des questionnements, des choses à dire en lien avec la médication et souvent je me sentais très peu équipée et avec le sentiment que ça me regardait pas, ça me concernait pas parce que moi j'étais travailleuse sociale et que la médication ça relevait plutôt du milieu médical. Et c'est en connaissant la gamme après que je me suis rendu compte à quel point de se permettre d'ouvrir un espace de discussion autour de la médication et ça nous permet de constater à quel point en fait la médication en santé mentale, c'est très social. On parle beaucoup des représentations symboliques de la médication, les psychotropes, contrairement à une médication peut-être pour un problème de santé physique. Les psychotropes représentent des choses, on appelle ça des représentations symboliques. Elles veulent dire quelque chose pour la personne à qui elle est prescrite, elles veulent dire quelque chose pour son environnement, pour son entourage. Elle vaut la peine qu'on s'arrête et qu'on prend conscience de ça. Il y a des choses qui peuvent se faire en lien avec la médication. Les gens ont le droit, ont des droits. Les gens ont besoin d'avoir de la formation. Puis après, on pourra en parler, mais il y a tout un tas d'interventions qui sont possibles afin de soutenir les personnes qui se retrouvent à se voir prescrire une médication qui reste quand même
la principale source d'aide qu'offre notre réseau de santé. Pour se rétablir, là, c'est ça, la médication. Il y a des fois beaucoup de choses qui gravitent autour de ça, mais la médication, ça reste... on n'a presque pas le choix, souvent, surtout quand c'est une problématique assez grave là, de santé mentale. Et il existe d'autres choses aussi, mais malheureusement, souvent quand les gens vont faire appel, vont se présenter à l'urgence ou vont rencontrer leur médecin pour pouvoir parler d'une situation qui est très difficile, souvent la réponse, c'est la pharmacothérapie. C'est vraiment ça qui va être mis de l'avant, souvent pour toutes sortes de raisons, on pourra en parler longuement, mais c'est par manque de temps, par manque de possibilité de faire un suivi plus rapproché. Alors souvent, les gens se retrouvent avec des médicaments et c'est pas si simple que ça. Oui. Est-ce que tu sais quelle est la perception mettons, des professionnels de la santé, que ce soit les médecins, les infirmières, les intervenants? Comment ils voient ça? De quel œil ils voient la gestion autonome de la médication? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui est un peu, pas tabou, je dirais, mais qui peut peut-être avoir des réserves? C'est sûr que la médication, ça reste un sujet délicat. Hein? On est tous... on la connaît, elle est très près de nous, très près des gens avec qui on travaille, mais en même temps, ça reste un sujet sur lequel on a l'impression qu'il faut qu'on fasse attention, et avec raison. Les gens du réseau public, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances. Malheureusement, la gamme, bien qu'elle soit connue au Brésil, au Japon, en Espagne, et qu'elle soit connue à l'extérieur du Québec, au Québec, on la connaît encore mal. Okay. Alors, il y a encore beaucoup de méconnaissances. Souvent, l'appellation gestion autonome de la médication, bien qu'elle fasse référence plutôt à une partie... où on cherche à vraiment impliquer la personne concernée et la mettre vraiment au centre de la démarche. C'est ça ce qu'on entend par gestion autonome. L'appellation, je crois, fait peur, et on reste sur certains a priori, tandis que ce qu'on sait des médecins qui suivent des gens qui font une démarche de gestion autonome de la médication, ce qu'on a comme écho, c'est une réponse très favorable. C'est parce que tout d'un coup, ils ont face à eux une personne qui se pose des questions, qui est dans une réflexion, qui est active, qui prépare ses rendez-vous. C'est des rendez-vous qui sont souvent très courts, qui arrivent très préparés, qui est accompagné d'un intervenant, d'outils, d'alternatives. Alors, il y a tout un soutien qui en fait que les gens qui connaissent la gamme, qui travaillent avec des gens qui font de la gamme, en disent du bien. Oui, comment se passe une démarche là, au niveau de la gestion autonome de la médication? Comment ça se passe en général? Quelqu'un est intéressé pour justement peut-être réduire sa médication, éventuellement l'éliminer. On fait quoi? Alors, il y a déjà un guide qui existe. Ça, c'était important. C'est un guide qui existe pour la personne. C'est un guide, je vais vous donner une référence un peu plus tard, qui est accessible en ligne. Dans ce guide-là, on propose vraiment toute une démarche. Et je crois que c'est important que je vous parle un peu de cette démarche-là parce qu'elle va vous permettre de voir à quel point il n'y a rien d'impulsif, il n'y a rien de rapide. Au contraire, c'est vraiment une démarche qui se fait tout doucement, qui se fait par un point de départ qui est de s'éveiller à soi, s'éveiller à ses droits, s'éveiller avec une phrase mythique qui est « Je suis une personne, pas une maladie ». Vraiment une prise de conscience de son propre potentiel. Après, il y a tout un travail pour s'observer, se connaître, se reconnaître dans... faire une démarche réflexive par rapport à la place de la médication dans sa vie, les effets de la médication, les aspects symboliques dont je vous ai parlé un peu plus tôt, les différentes facettes, alors vraiment au niveau du réseau social, au niveau des conditions de vie, au niveau des aspirations, ce à quoi j'aspire, mes rêves. Alors vraiment tout un travail de prise de conscience à ce niveau-là. Et après, la personne, elle s'entoure. Alors, elle s'entoure vraiment des personnes qu'elle souhaite. Elle se forme sa petite équipe, que ce soit des gens de son réseau personnel, des proches, que ce soit des pairs, après des intervenants du réseau communautaire ou du réseau santé publique, et des intervenants du milieu plutôt médical. Alors là, c'est le prescripteur, qu'il soit psychiatre ou généraliste. Ce sont des acteurs qui sont importants dans cette démarche. Alors, elle s'entoure d'elle. Et aussi le pharmacien, qui est un allié important dans la démarche. Et en général, toutes ces personnes-là, si la personne est vraiment décidée et est organisée, en général, elle n'aura pas trop de problème de demander l'aide ou de s'assurer que les gens l'entourent. Là. Tout à fait, surtout quand la personne, elle est motivée par ce projet et qu'elle est convaincue, surtout. Elle est convaincue, qu'elle le fait, que c'est réfléchi, c'est surtout ça ça permet de voir, ça permet d'ouvrir des espaces pour dialoguer, ça permet aussi de demander à chacun, de rendre chacun
de préciser quel est le besoin. Ça permet aussi aux gens d'avoir un rôle. Et de ne pas sentir peut-être que, c'est ça, la multitude de personnes va faire en sorte que les personnes qui entourent ne se sentent pas trop prises par sentent, bon, ils ont un rôle, mais ce n'est pas la totalité de l'aide qu'ils vont apporter à la personne. Tout à fait. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, de s'outiller, parce qu'il y a tout un tas d'informations avec la gamme, c'est aussi beaucoup de l'information. Tous les organismes de défense des droits nous aident aussi beaucoup à ce niveau-là. Ouais. Une fois que tout ce travail est fait, il y a une décision qui est prise. Alors, une décision, ça peut être une décision d'obtenir plus d'informations par rapport à la médication, après un constat que la personne connaît peut-être mal ses médicaments, mal ce qu'elle prend, pourquoi ça lui a été prescrit. Alors, il y a une prise de décision qui se fait, qui peut être de vouloir changer peut-être un médicament, de vouloir peut-être le réduire, de vouloir peut-être l'arrêter complètement, ou de connaître des alternatives à la médication. Alors, c'est différentes possibilités qui s'offrent à la personne. Il y en aura peut-être d'autres. Et on le répète, c'est important. Les gens qui nous écoutent, en fait, c'est quelque chose d'apprendre au sérieux parce que c'est quelque chose de réduire une médication d'un coup. On ne fait pas ça jamais. Dans toutes les situations, il faut vraiment réfléchir et justement d'avoir de l'aide. Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir des gens alentour qui peuvent justement appuyer la personne puis soutenir. Là. Tout à fait. Et en fait, cette prise de décision-là, de prendre la décision qu'on souhaite entamer un processus de réduction, c'est un point de départ parce qu'après, le travail continue. Il y a vraiment tout un travail de planification, de préparation pour identifier quel serait le meilleur temps de le faire, pour donner vraiment toutes les chances pour réussir. Alors ça, c'est vraiment tout un autre travail qui se fait. Le soutien, il peut prendre la forme d'un soutien avec un intervenant individuel, mais ça peut être aussi un groupe d'entraide. Donc, la personne qui veut faire ça, en général, elle va en parler à son médecin d'abord ou elle va en parler à une organisation communautaire? Ça serait quoi la meilleure étape, la meilleure première étape à faire? Alors déjà, sur le site Internet du regroupement, elle va pouvoir trouver le guide, elle va pouvoir se renseigner sur savoir... Peut-être une base, de partir vraiment avec le guide, de lire, de comprendre de quoi il est question. Une fois après, si elle constate qu'en effet, elle souhaiterait être soutenue dans cette démarche-là, ou du moins réfléchir, hein, c'est vraiment d'ouvrir des espaces de dialogue. Alors, c'est même de pouvoir y réfléchir. À Prise 2, par exemple, on offre de l'accompagnement individuel pour les gens qui souhaiteraient vouloir explorer toute la question de la médication. Il y a aussi des groupes qui sont offerts. Alors, c'est beaucoup des groupes d'entraide. Il y a une formation qui existe donnée par la GIDE qui s'appelle L'autre côté de la pilule, qui est vraiment une formation sur la médication. Oui, écoute, il nous reste quelques secondes déjà, Lisa. J'aimerais ça qu'on mentionne les pistes justement tu parlais tantôt du guide, puis peut-être les références que tu peux nous donner, les gens qui veulent en savoir plus, parce que c'est un processus, comme on vient de l'expliquer, puis c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même, il faut prendre son temps, mais ça se fait. Il y a des gens qui réussissent à le faire, là, j'imagine. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher ou qu'est-ce que tu peux nous donner comme référence? Alors, il y a le site Internet du regroupement des ressources alternatives. Alors, c'est le rrasmq.com. Il y a le site Internet de Prise 2 pour les gens qui souhaitent un suivi individuel. Alors, c'est prise2sm.org. Il y a aussi le site Internet de l'AGID, agidd.org. Et sur le site Internet du regroupement, il y a à la fois le guide, mais il y a aussi toute une boîte à outils qui existe avec des outils à la fois pour la personne concernée qui souhaite faire sa démarche, mais aussi son entourage, aussi pour les professionnels qui l'accompagnent, des outils pour se préparer à sa rencontre avec le psychiatre. Comment s'appelle le guide encore? Si on cherche ça sur Internet, je me dis qu'on peut le trouver aussi, le guide lui-même. Alors, c'est le guide GAM, tout simplement. OK, le guide GAM, GAM. GAM, Gestion autonome de la médication. Excellent. Merci beaucoup, Lisa Benisti, d'avoir été des nôtres. Ça nous a éclairé, puis j'espère qu'on pourra en savoir plus éventuellement. Certainement, ça va évoluer. Merci beaucoup, puis à une prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Libérez le poète en vous en 280 caractères. Exprimez-vous sur Twitter @FolieDouce Radio. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Pierre Laporte, bonjour. Salut, Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes une lettre d'amour à la santé mentale. Oui, en fait, c'est un poème écrit par M. David Goudreau, qui est devenu un personnage maintenant connu, je dirais, à la télé québécoise, dans un premier temps, mais aussi sur la scène artistique au Québec.
puisqu'il enregistre des disques. C'est un rapper, c'est un poète, et on le voit dans plusieurs endroits. Et porte-parole à l'occasion, oui, je pense aussi, au niveau de la santé mentale, donc très familier avec le sujet. Ouais. Oui, exactement. Alors, si on fait un peu la bio de David Goudreau, il est romancier, il est poète et travailleur social. Le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011. Il utilise la littérature en tant qu'outil d'expression et d'émancipation dans les écoles et les centres de détention du Québec, notamment au Nunavik et en France. Toujours en 2011, il fut récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour ses réalisations artistiques et son implication sociale. Après l'apparition des albums indépendants Moins que fier en 2009 et Approfondir en 2011, il lance La faute au silence en 2014, où l'on retrouve des collaborations avec Grand Corps Malade et Kim Thuy. À l'automne 2020, David Goudreau en disque 12 chansons originales sur l'album Le Nouveau Matériel. Encensé par la critique, l'album co-réalisé par Goudreau et Manu Militari fusionne la chanson, le rap et le spoken word. On y retrouve des collaborations avec Florence K, Luce Dufault, Louis-Jean Cormier et Ariane Moffat. Mm-hmm. Maintenant, d'après un article que j'ai pris sur Internet intitulé « David Goudreau livre une lettre d'amour percutante à la santé mentale », c'est paru le 6 mai 2021 sur le site msn.com. On nous dit... Les passages de l'auteur David Goudreau sont rapidement devenus incontournables à l'émission Bonsoir, Bonsoir à la télé de Radio-Canada. Avec sa verve et sa fougue de slammer, celui-ci met des mots sur nos mots, sur des situations que nous connaissons tous. Sa première intervention de la saison 2021 sur la violence perpétrée par les hommes était plus que pertinente et est rapidement devenue virale. Il était de retour mercredi le 5 mai 2021 avec de nouveaux écrits s'intéressant cette fois à la santé mentale. Ses propos inspirants à prendre soin de soi et à réhabiliter et aimer les gens qui doivent côtoyer la maladie mentale sont encore une fois percutants, intelligents et plus qu'appropriés dans les circonstances que nous vivons actuellement. Après tant d'isolement, de solitude et d'écueils dus à la pandémie, il faut prendre soin les uns des autres et son texte l'exprime bien. Oui, ça a été percutant. On a entendu beaucoup parler dans les médias. Hein. Ça a fait comme un coup une espèce de... Oui, c'est quand même... Alors, je vais lire ce poème maintenant. Ça s'intitule « Lettre d'amour à la santé mentale ». Chère, très chère maladie mentale, chère dans le sens d'une dizaine de milliards de dollars par année juste au Canada avec l'absentéisme que tu causes. Cher en pilules aussi, des millions de doses pour faire fonctionner le monde dans un monde qui ne fonctionnerait plus sans ses Xanax, Seroquel, Ativan et cher au bonheur perdu en amis pendus. T'en connais toi aussi, t'en as connu près de 2 milliers d'âmes perdues au Québec chaque année. Combien encore sont tout brisés par en dedans, mais tiennent debout, à bout de souffle, à bout de bras. Pour combien de temps? Quand même le gouvernement te demande si ça va bien, tu sais que ça ne va pas. Si tu n'es pas PDG de la SAQ ou d'une usine de plexiglas, il y a de bonnes chances que tu en aies plein le cul ou plein le masque sous les arcs-en-ciel délavés d'un automne de trop. À la tonne, on a tous et toutes le mental un peu éprouvé. Paraît-il qu'il faut dire trouble de santé mentale plutôt que maladie. Mais quand je vois le mal que tu fais, les rêves que tu détruis, je me dis que ton petit nom ne change rien aux ruines que tu laisses derrière toi. Trouble, maladie ou folie, tu nous joues dans la tête pour mieux nous briser le cœur, mais on peut te contrer un peu, te détabouiser, accueillir les fous, les fêlés pleins de lumière, les coucous, les usagers aux bénéficiaires, mettre de l'amour et de l'humour dans nos services, qu'ils restent fiers d'être et d'être à part et à part entière. Mais attention, ne souffre pas de maladie mentale qui veut.
Ne pas confondre un coup de déprime et une dépression majeure. Si ton chum te laisse pour ta sœur et qu'il ne te laisse que l'herpès et 100 000 piastres de dette en partant. C'est correct de filer moyen pour quelques jours. Puis, si tu te réveilles parce que ta maison brûle et que 2 néo-nazis cagoulés te menacent avec un lance-flamme en ricanant, ta petite palpitation cardiaque, c'est pas de l'anxiété, c'est de la peur. Je te dirais que c'est une réaction pas mal normale. Puis si tu n'es jamais capable de te décider que tu dis une chose et son contraire dans la même journée, t'es pas psychotique, t'es juste un ministre en train de gérer une pandémie. Dans tous les cas, si la détresse persiste, insiste, s'incruste dans tes tripes, te pourrit la vie par en dedans au point de crever à petit feu, au point de mourir un peu chaque jour, au point serré qui frappe dans le miroir, a pu voir le bout, appelle à l'aide, débarque à l'hôpital, au sus ou au poste de police. Mais je vais m'arrêter ici et c'est dommage, mais on devra couper ce poème en 2 et je reviendrai avec la deuxième partie. Oui, deuxième partie plus tard à l'Espresso allongé, donc lettre d'amour à la santé mentale. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous présente sa chronique « Santé mentale et applications mobiles, aide et suivi ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la lettre d'amour à la santé mentale. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est maintenant le moment de notre chronique avec Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, ta chronique, la santé mentale 3.0, les applications mobiles d'aide et de suivi. Important. Très important en période de pénurie de services offerts en santé mentale. Tout le monde peut constater que ce soit simplement pour de l'aide, du suivi, c'est pas facile d'avoir accès aux services en santé mentale. Et donc, bien entendu, ces applications mobiles peuvent être une aide, mais elles ne remplacent pas évidemment les soins des professionnels, ne remplacent pas les psychologues, les psychiatres. Ça, c'est très important de dire dès le départ, avant qu'on aille plus loin, parce que c'est vraiment pour une aide ponctuelle et un suivi qui peut devenir un petit peu ludique et aider dans la maladie. Et peut-être un suivi qui n'était pas présent. Dans le fond, c'est un service ajouté qui n'était peut-être pas présent et qui vient peut-être aider, mais qui ne remplace pas, comme tu dis, là, des professionnels de la santé. Des fois, il est présent sous forme de petits carnets quand on fait des séminaires, des ateliers de gestion d'anxiété ou de dépression, etc. Il y a des petits carnets, mais c'est vraiment bien fait ces applis. C'est pour ça qu'on va en parler. Et on peut commencer par parler tout de suite au départ de l'auto-évaluation, dans le fond. Où on en est. Où on en est dans notre maladie ou notre condition. D'accord? Donc, pour ça, il y a un outil qui s'appelle SAM, tout simplement. Donc, s'auto-évaluer SAM. Et c'est un outil qui a été créé par des chercheurs britanniques. Et c'est vrai que c'est en anglais. Le reste des applications dont je vais vous parler, elles sont généralement en français, mais ce sont vraiment des mots très simples que vous pouvez repérer et comprendre facilement en français. Donc, je trouve que cet outil est très bien fait. Si vous voulez aller voir cet outil qui s'appelle SAM, donc pour une auto-évaluation, il existe aussi une auto-évaluation sur un site. Donc, ce n'est pas une application mobile, mais c'est sur le site de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et ça, le lien sera mis en bas de la chronique sur le site. Et donc, vous pouvez également vous auto-évaluer sur ce site via un formulaire. D'accord? Maintenant, une fois qu'on s'est auto-évalué, il peut y avoir toutes sortes d'applications, des applications qui sont destinées à des gens souffrant de stress, d'autres de dépression, aussi des applications qui sont de l'ordre de la psychoéducation. Donc,
on veut un petit peu en apprendre plus sur notre condition, on veut un petit peu gérer mieux son hygiène de vie. On n'a peut-être pas une condition déclarée ou une maladie comme telle, mais on sent qu'on use un petit peu notre santé mentale. Elle est mise à l'épreuve, etc. Et donc, on va un petit peu faire le point. Alors, pour les adolescents, c'est simple, il existe une application mobile qui s'appelle Fort+. Donc, fort comme être fort, F-O-R-T. Et c'est une application vraiment destinée aux adolescents qui peuvent souffrir d'intimidation, qui peuvent être intimidés à l'école. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Où j'en suis dans ce processus? Est-ce que j'ai déjà été intimidée plusieurs fois? Ou en fait, j'ai été intimidée, mais je ne me le rends pas tout à fait compte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien à aller voir. Ça s'appelle Plus Fort. Plus D'accord? fort. Plus fort. Avec Et oui, le évidemment, signe plus, petit là. jeu de Plus fort. mots. Voilà. Alors, pour les adultes, il existe quelque chose de très, très bien qui est la formule qui s'appelle protection mentale. Alors, protection mentale, il s'agit de 7 outils carrément. Il y a 7 outils disponibles sur une application. C'est disponible sur Android et bientôt sur iPhone. OK? Alors, en attendant, on fait avec Android et c'est vraiment pour nous assurer de notre bien-être au quotidien. Qu'est-ce qui a du succès dans cette application? C'est le programme Mon Journal a beaucoup de succès parce que dans le fond, vous pouvez un petit peu surveiller votre bien-être d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai vécu comme un événement aujourd'hui, comment j'ai réagi, et est-ce que la semaine suivante, je réagis de la même manière, est-ce que je suis trop fatiguée, est-ce que je me suis bien nourrie, est-ce que je me suis reposée, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment un système de journal qui vous aiguille un petit peu dans votre condition. On peut aussi bien gérer notre budget, ça fait partie de cette protection parce que si on n'est pas organisé à ce niveau-là, on ne peut pas gérer une maladie ou une condition de mentale. Et si c'est mal géré, le budget, ça peut créer beaucoup de stress qui peut justement... supplémentaire à la maladie, donc c'est vraiment pas l'idéal. Idéalement, il faut que ce soit un petit peu réglé pour s'occuper de soi-même. Oui, c'est ça, que voilà. Cette partie-là soit sous contrôle, comme on dit. Là. Voilà, pour pouvoir s'occuper de soi-même et de son bien-être, pour pouvoir être bienveillant envers soi-même. Et il y a aussi un test de fatigue, un test qui est très court et un test qui est long. Donc, on va voir est-ce qu'on est très éprouvé, est-ce qu'on est plus éprouvé qu'on le pense. Ça arrive, on dit non, je tiens le coup, et puis en fait, on se rend compte que le test nous sort un petit drapeau rouge. Donc ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Il y a en plus un module qui s'appelle Mes notes, et ça, c'est très chouette parce que ça vous permet de personnaliser. Okay. Donc, selon la manière dont vous aimez gérer votre journal, ou votre condition, ou votre maladie, vous pouvez personnaliser et aller prendre des petites notes sur ce qui s'est passé dans la journée, les collègues, les amis, les parents, etc. Vous lâchez un petit peu. Et puis, quand vous revenez 2 semaines après, vous faites peut-être le lien avec un autre événement, etc. Donc, c'est vraiment une question de soutenir son bien-être, son propre bien-être et faire son petit suivi. D'accord? Et vous pouvez dire aussi à votre thérapeute ou à votre médecin, vous pouvez dire, voilà, moi je l'utilise ou je veux l'utiliser, qu'est-ce que vous en pensez? Donc les médecins connaissent et les professionnels de la santé connaissent ces applications. Et celle-là, donc c'est des protections mentales, donc il y a vraiment 7 outils dans la même application, là, comme tu disais, qui est disponible sur Android, qui s'appelle Protection mentale. C'est intéressant, c'est assez bien complet. Oui, c'est très général comme application, peu importe la condition dont vous souffrez ou la maladie dont vous souffrez. Après, il y a un nouvel outil qui s'appelle Psy-Assistance, en un mot, Psy-Assistance. Et là, on veut vraiment faire de la prévention de maladies mentales. Donc, c'est destiné plus spécialement aux gens qui souffrent de dépression ou qui en ont souffert. D'accord? Donc là, on va vraiment s'aligner sur les symptômes par rapport à la dépression. Quelle est votre humeur? S'il y a une crise, que faire? Quels sont les symptômes de la crise? Donc, vraiment aller aider les gens qui ont une nature dépressive ou qui l'ont vécu ou qui sont inquiets aussi pour quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que ça peut aider la famille et les proches d'avoir de tels outils et de voir un petit peu comment se gérer. Pour ce qui est vraiment le stress et l'anxiété, je conseille pour les jeunes Toute ma tête. Donc, Toute ma tête, c'est vraiment l'application développée
pour les étudiants au départ, pour gérer leur stress pour les examens et la session, mais c'est vraiment destiné aux jeunes adultes. D'accord? Alors, un très bon autre outil, c'est iSmart pour votre journal du stress. Et un autre outil que je conseille qui s'appelait dans le temps Pacifica pour ceux qui l'ont connu, s'appelle maintenant Sanvelo. Sanvelo, on l'affichera évidemment sur le site, qui vous aide, qui vous donne des techniques de l'ordre de la théorie comportementaliste pour gérer votre anxiété et votre stress et qui vous fait participer aussi à une communauté de soutien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Avec 2 L, Sanvelo, hein? S-A-N-V-E-L-L-O. Voilà. Comme un mot, ça a l'air d'un mot de ville italienne. Oui, c'est ça, ça a l'air d'un bel endroit italien. Voilà, c'est ça, on va dire c'est comme ça. Et encore, pour terminer, un autre petit outil qui s'appelle, pour gérer les stress post-traumatiques, qui a été développé par Ottawa, qui s'appelle, c'est principalement le nom en anglais, mais vous trouvez une version francophone, PTSD Coach Canada. Et donc, ça vous permet de dépister, de suivre vos symptômes de stress post-traumatique. C'est facile à utiliser. Ça va vous aider vraiment dans le quotidien de la gestion de vos symptômes et du traumatisme. Donc, vraiment, je le recommande également. Et pour finir, sur un ton plus léger, il y a aussi... on peut méditer, hein, on peut se relaxer, c'est l'idéal. Peu importe qu'on souffre de maladie mentale ou pas, ou d'une condition, on peut aller chercher Petit Bambou qui est francophone. C'est vraiment de la méditation très facile à utiliser. Ça s'appelle Petit Bambou. Nous avons l'outil également Zenfi. Et pour ce qui est respiration, relaxation et respiration, cohérence cardiaque, si votre médecin vous demande ça, vous pouvez prendre Respire Lax, en un mot, Respire Lax. Tout ça sera mis, bien entendu. Mais oui, sur le site, on va donner l'adresse d'ailleurs tantôt encore, la rappeler, mais ça m'étonne qu'il y ait autant d'applications. C'est ça qui est intéressant. Ça m'étonne quand même qu'il y a beaucoup de... C'est très dynamique dans le domaine. Écoutez, vraiment, en effet, c'est dynamique et c'est pas tout. Il y a encore vraiment une application qui est très importante qui s'appelle Crise, comme le mot crise, et qui permet vraiment à tous les adultes québécois, en français, d'avoir accès à des ressources disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je redis Crise pour tous les adultes en détresse. Ça, c'est important à donner aux personnes en détresse, aux familles, aux proches. Donc, c'est un gros plus auquel on assiste d'avoir toutes ces applications-là. La technologie nous aide justement à pallier le manque peut-être de services ou de personnel qui est plus... Bon, les services sont toujours très requis par la population, puis ne sont pas toujours là pour toutes sortes de raisons. Manque d'argent, manque de tout, mais les applications peuvent au moins aider à certains moments les personnes. Là. Oui, ça va rejoindre aussi une autre génération. Oui, aussi. Et une génération techno. Ouais, c'est ça. Et puis même une population peut-être de cadres plus techno. Ou de professionnels qui disent non, je vais te faire, ça va bien aller, etc. Ouais. Et qui, dans le fond, qui vont peut-être être sensibles à des applications mobiles. Tiens, dans le fond, je vais m'auto-évaluer par cet outil-là, pourquoi pas. Ouais. Et ce n'est que le début, à mon avis, parce que tout va évoluer. Des essais-erreurs, on va voir que peut-être des applications qui devraient être améliorées, puis ça va juste en allant mieux, j'ai l'impression. Voilà. Mais il faut garder en tête quand même, pour faire une utilisation saine de ces applications mobiles en santé mentale, c'est que oui, il existe un choix. Oui, ça vous aide. Oui, ça vous aide à faire votre suivi, à vous auto-évaluer, à vous donner du soutien de la communauté pour certaines applis. Mais ça ne remplace jamais l'aide d'un professionnel. Oui. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si on est bien conscient de cela, on peut faire une bonne utilisation des outils. Mais c'est fondamental de garder en tête que on ne peut pas uniquement compter sur ces applications mobiles pour dire oh, je vais m'en sortir de manière indépendante, etc. Exact. Il faut vraiment être conscient, c'est vraiment important à signaler. Oui, je rappelle, pour trouver tous ces liens-là, on va essayer de lister ce que tu as mentionné. En fait, il y a beaucoup de bonnes idées, bonnes applications, des beaux noms aussi souvent. Donc, vous vous présentez sur notre site web, antenne.qc.ca, et vous allez dans la section mentionner à Folie Douce. Et à ce moment-là, en cherchant le sujet, la santé mentale 3.0 de Catherine Stassin, vous allez avoir les liens de pas mal tout ce qui a été mentionné parce que ça fait beaucoup de choses à retenir, mais on sait qu'il y en a, c'est disponible. Alors,
C'est intéressant, c'est encourageant surtout. Merci, Catherine, d'avoir été des nôtres. Merci Yvon et surtout, demandez conseil. Peut-être qu'il y a des applications plus adaptées à vos conditions. Parlez-en à votre médecin, oui, parlez-en à votre connu, psychologue. Là, effectivement. Merci beaucoup, Catherine. Et puis à la prochaine chronique. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Folie douce. Déjà plus de 800 émissions traitant de santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, en fait, la lettre d'amour à la santé mentale. Tu nous as livré en partie. Oui, on a dû s'interrompre à cause de la structure de l'émission. Ah oui. Oui, David Goudreau, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, qui est devenu incontournable. Si on parle de santé mentale, M. Goudreau qui est travailleur social. Je ne sais pas s'il est encore travailleur social aujourd'hui, peut-être. Et auteur, c'est ça. Auteur, slammer. Il fait des prestations dans les médias, oui, télé, etc. Et il reçoit des compliments partout. David Goudreau, j'avais un peu donné sa bio tantôt, mais je vais poursuivre sur sa bio. Et on va continuer le texte juste pour les gens. On va terminer la lettre d'amour à la santé mentale. David Goudreau a publié un récit poétique intitulé « Premiers soins aux écrits des forges » à l'automne 2012. Paraît ensuite un recueil de poésie « Sédenté la chienne » à l'automne 2014. Celui-ci fut recommandé par Pierre Foglia dans le journal La Presse, en plus d'être finaliste au prix Copeau Comité poétique de France. Son dernier recueil, Testament de naissance, une plongée introspective sur le thème de la paternité, paraît aux Forges à l'automne 2016. Au printemps 2017, il reçoit le prix Lèvres urbaines pour la qualité de son œuvre et son implication dans le rayonnement de la poésie québécoise. Depuis 2015, il est directeur artistique de la Grande Nuit de la poésie de Saint-Venant. Depuis 2018, il est le porte-parole du mouvement Santé mentale Québec, finaliste au prix littéraire France-Québec 2020. Son plus récent roman, Ta mort a du devoir, truffé de références, le livre est une ode à la littérature et à la liberté consumée par le refus des compromis de médiocrité. Grand jongleur du langage, Goudreau est un de nos meilleurs écrivains contemporains. David Goudreau a présenté 3 spectacles distincts, seul en scène ou accompagné de musiciens. Il a assuré les premières parties de Grand Corps Malade, Richard Desjardins et Loco-Locas, entre autres. Il a accompagné Louis-Jean Cormier lors des Francopholies de Montréal et du Festival d'été de Québec de 2016. Il a aussi écrit et déclamé le discours patriotique sur les plaines d'Abraham pour la fête nationale de 2017 et celui du lever du drapeau de 2019. Son dernier spectacle, alliant humour et poésie, intitulé « Au bout de la langue », a gagné le prix Radar, le prix Accès Culture, le prix du jury Rosec et le prix Étoile Stingray dans le cadre de la bourse Rideau 2018. Il aura présenté ce spectacle à plus de 350 reprises au Québec, en France et à l'île de la Réunion et en Tunisie. Alors, je vais poursuivre et terminer le poème de David Goudreau. Est-ce qu'il portait un titre, ce poème-là? Tu l'avais peut-être nommé dans le premier bloc. Oui, c'est « Lettre d'amour à la santé mentale ». C'est ça, exactement. Alors, je poursuis là où j'étais rendu. Crie-le, écris-le que t'en peux plus. Montre-le que t'es fracturé de l'esprit, puis exige des services de qualité. Il y en a. Et à force d'en demander, il y en aura encore plus. Levé contre toi, maladie mentale au quotidien, je te sais capable de révéler en nous ce qu'il y a de meilleur. L'humain fait partie de ces choses qu'il faut parfois briser pour en voir le cœur. Alors plein d'admiration pour tous ceux qui se relèvent après une rechute, pour toutes celles qui ne laissent pas leur TPL ruiner leur relation, pour ceux qui prennent leur dose, respectent la posologie et qui osent dire non au verre ou à la pof de trop qui pourrait déclencher une nouvelle psychose, pour les enfants nouveau-nés qui ne laissent pas leur trouble d'attachement fucker leur enfant ou l'amour qu'ils ont à leur donner. Je lève mes verres à tous ceux et celles qui savent qu'on peut avoir une maladie et être en bonne santé quand même. À vous, mes proches, qui me rappelez que ça n'arrive pas juste aux autres, si un jour j'entends des voix, j'espère que ce seront les vôtres.
Voilà. Oui, c'est beau, mais ça a connu un bon succès, c'est ça, on en a parlé. Là. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui l'ont mentionné parce que la santé mentale, ça prend des gens qui vont justement démystifier la chose, puis de différentes façons. C'est peut-être une approche que moi, j'avais pas vraiment souvent entendue, là, un poème comme ça ou une lettre, une déclaration d'amour à la santé mentale. C'est assez rare quand même. Hein? C'est original comme approche, si tu veux. Mais on voit que David Goudreau, c'est un travailleur social. Il sait souvent de quoi il parle. Il a dû en voir de la misère, du désespoir, des gens qui sont dans la grande déprime. Ouais. C'est par expérience de vie aussi qui en parle. Et ça prend justement des moyens comme ça à l'occasion pour... c'est pas quelque chose qui avait été nécessairement annoncé, c'est juste que quand ça a passé, on dirait que le timing était bon pour que les gens en reparlent. Ah oui, ça fait boule de neige sur Internet. C'est devenu viral, comme on dit. En heure de grande écoute, effectivement. Ouais. Non, c'est ça, c'est très important, mais c'est toujours utile, les gens qui... Parce que c'est quand même, ça prend du courage aussi pour parler santé mentale. C'est un sujet, des fois, qui laisse les gens un petit peu... je dirais pas méfiant, mais des fois, les gens en ont peut-être un peu assez là, d'entendre parler de la santé mentale, mais quand on l'approche de cette façon-là, peut-être que ça amène du bien. Là. Oui. C'est ça. On a encore quelques secondes. Je ne sais pas si veux-tu rementionner peut-être où est-ce qu'on peut trouver sa lettre à David Goudreau, si on veut le trouver sur Internet. C'est peut-être une bonne façon les gens qui pourraient la lire au complet, qui pourraient justement consulter je vais vous donner quelques références. Oui. D'abord, pour en savoir plus sur David Goudreau, sur ses chroniques, ses vidéos et ses spectacles, vous pouvez aller sur le site de David Goudreau. C'est simplement www.davidgoudreau.org. Alors, pour les gens qui voudraient lire ce texte, Lettre d'amour à la santé mentale, mais je vous inviterai simplement à taper justement sur votre clavier, Lettre d'amour à la santé mentale, et vous allez avec le nom de l'auteur, là, David Goudreau, évidemment, puis vous allez trouver dessus. En fait, seulement que le titre, là, puis je suis certain que vous allez arriver dessus. D'accord. C'est très facile à trouver sur l'Internet. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique. Donc, et à la prochaine. C'est un sujet fort intéressant toujours, la santé mentale, bien sûr. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, à la mise en onde. Bienvenue, mon cher. Ainsi que pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as livré la lettre d'amour à la santé mentale, un cri du cœur, finalement, de David Goudreau. Donc, c'était fort intéressant d'en savoir plus sur ça. Merci. Et merci à notre invitée, Lisa Benisti, en début d'émission. Elle nous a mieux fait connaître la gestion autonome de la médication. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a parlé de santé mentale et applications mobiles, l'aide et les suivis qui sont possibles avec ces applications. Alors, merci à tout ce beau monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.